Bonjour à tous et puis un grand merci aux organisateurs. Merci de m'offrir cette possibilité de vous parler ici d'un projet que j'avais un petit peu développé au sein du séminaire. Et puis, je voulais aussi adresser à tous mes excuses de ne pas avoir pu suivre de manière complètement concentrée et complète l'ensemble du colloque. J'étais un petit peu interrompue dans mon écoute, donc j'ai manqué certaines choses. Mais voilà, bon, ce que j'ai retenu va quand même me permettre de susciter des points de discussion, je pense. Alors, on parlait à l'instant de quantification, et c'est par là que je voudrais commencer. La question de la valeur des œuvres et de leur prix a accompagné historiquement le développement du marché de l'art, puis des politiques de la culture, tout au long du XXe siècle. Bien avant, bien sûr, mais je me concentrerai ici sur le XXe siècle. Bien avant que les savoirs experts sur ces questions ne prennent une forme universitaire avec des travaux pionniers de l'économie et de la sociologie de l'art dans les années 1960, de nombreux outils d'analyse quantitative s'étaient déployés qui montraient déjà un effort d'objectivation des connaissances sur le sujet donc de l'économie de l'art et de son marché. C'est durant les années 1910 et surtout 1920 qu'ont commencé à apparaître régulièrement les principaux annuaires qui regroupaient, par ordre alphabétique des artistes, les prix d'adjudication atteints aux ventes aux enchères. Ces dictionnaires étaient directement calqués sur les outils quantitatifs d'analyse des marchés financiers qui étaient apparus quelques années auparavant à l'usage des investisseurs en bourse. Pour l'historienne Léa Saint-Raymond, qui a étudié ces objets, ces outils ont eu pour conséquence de faire émerger chez les acteurs du marché de l'art un habitus financier fondé sur la maîtrise d'un ensemble de connaissances valorisées comme une expertise indispensable pour agir sur le marché de l'art. Les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale ont amplifié ce phénomène de quantification des savoirs sur le marché de l'art. Les outils quantitatifs d'analyse du marché ont connu une expansion considérable, marquée par trois caractéristiques principales. Premièrement, ils ont pris une dimension résolument visuelle. On passait des tableaux de chiffres aux graphiques. La cote de l'artiste, vous le voyez ici, s'incarnait donc visuellement dans une ligne, si fallacieuse soit-elle scientifiquement parlant, puisque une ligne continue prenait la place de ce qui n'était en réalité un petit nombre de ventes d'objets différents. Les représentations graphiques des statistiques ont eu une importance visuelle extrêmement importante à cette époque. Elles s'ajoutaient, voire se substituaient aux reproductions des œuvres d'art elles-mêmes dans les publications généralistes et spécialisées. Une assimilation visuelle donc très remarquée à l'époque et qui fait complètement écho à cette réflexion sur le rapport entre qualité et quantité. Deuxièmement, ces outils gagnaient en ambition à mesure qu'on passait de la mise en forme de données de marché brutes à des outils sophistiqués d'analyse de ces données de marché. C'est ce que la sociologue Annie Verger a appelé l'invention du palmarès dans la deuxième moitié des années 1950, c'est-à-dire la vogue pour les classements, les indices et autres instruments de mesure permettant aux acteurs du marché de confronter la valeur réputationnelle d'un artiste et son prix. Troisièmement, enfin, la prétention scientifique de ces discours sur le marché de l'art a connu une accélération à mesure que les acteurs de terrain, comme les commissaires-priseurs, qui à l'origine étaient à l'origine de ces savoirs quantitatifs, étaient dessaisis de ces questions au profit d'acteurs extérieurs au champ de l'art, des analystes financiers d'abord, puis des universitaires, donc économistes et sociologues. Notons dès maintenant deux remarques aussi importantes qu'évidentes. Premièrement, tout comme les classements et indices d'aujourd'hui, en prétendant décrire des phénomènes, ces outils ont contribué à les produire. Avec ces annuaires, puis ces graphiques, la notion de cote d'un artiste prenait toute sa réalité pratique et non plus seulement métaphorique, comme elle l'avait été jusque-là. Deuxièmement,
Si ces outils d'analyse étaient pensés à l'usage des marchands d'art et des collectionneurs, il est bien évident que les artistes eux-mêmes furent d'emblée concernés. Sans surprise, la réaction des artistes sur ces outils d'analyse quantitative du marché de l'art fut en général franchement négative. Vassili Kandinsky publia en 1939 un long article intitulé « La valeur d'une œuvre concrète ». Il y critiquait très vivement les méthodes alors communément utilisées pour estimer la valeur et le prix des œuvres, et concluait, je cite, « Quant à moi, je suis heureux de savoir qu'il n'existera jamais des mesures scientifiques de la valeur en art. En effet, ces mesures présenteraient un nouvel obstacle à nos efforts pour comprendre l'art. » Il ne s'agissait pas ici, pour Kandinsky, de rejeter en soi l'idée que l'art puisse être un objet de connaissance, et notamment de connaissance économique. Kandinsky s'efforçait plutôt de dénoncer les conséquences d'une approche quantitative de la valeur artistique qui, selon lui, devait s'avérer néfaste non seulement pour l'appréciation de l'art, mais même pour la création, parce qu'elle poussait les artistes à anticiper les critères de valeur fixés. Paradoxalement, la naissance de la cote, qui transférait le prix et donc la marchandisation de l'œuvre vers l'artiste, semblait avoir pour conséquence d'exclure encore davantage l'artiste de l'économie de son art, dont il devenait un objet passif plutôt qu'un agent actif. C'est ce dont se désole l'artiste Ian Byrne dans un article paru en 1975 intitulé « Pricing Works of Art ». Décrivant les mécanismes d'un marché de l'art hautement spéculatif, il s'interroge : comment cela peut-il être ainsi ? Les artistes n'ont-ils pas leur mot à dire sur le marché ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'artiste, en tant que producteur, n'est sous contrat que dans un marché de production. Une fois que l'œuvre a été vendue sur ce marché, alors elle entre dans un marché strictement d'échange, un marché où les biens sont simplement échangés et ne requièrent plus la moindre production. C'est là que toutes les manipulations peuvent avoir lieu et ont de fait lieu. Cette exclusion de l'artiste du destin économique des œuvres qu'il a produites est d'autant plus problématique, explique Byrne, lorsqu'on considère, je cite, à quel point les manipulations sur le marché d'échange déterminent le prix et les conditions sur le marché de production, et ont donc, par rétroaction, un effet sur la création elle-même. Donc, Byrne rejoint ici l'argument formulé par Kandinsky. Ce qui se passe sur le marché d'échange affecte le marché de production. Comment se réapproprier les savoirs et les pratiques économiques sur l'art ? Comment contrer l'expansion d'une économie de l'art qui semble exclure toujours davantage les artistes de la construction de la valeur économique de leur travail ? Comment contre-attaquer les économistes sur leur propre terrain ? C'est la question qui anime de nombreux artistes depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, qui décidèrent de faire de l'économie leur terrain d'étude. Ce questionnement a pu prendre différentes formes. Il a pu prendre la forme d'œuvres d'art et de dispositifs de vente. Et c'est ce que j'avais étudié principalement dans mon livre qu'a cité donc, gentiment Yann. Des œuvres qui fonctionnaient comme des dispositifs de questionnement de la valeur et du prix, des sortes de pièges à économistes, si l'on veut. Donc, notamment, vous voyez ici les célèbres ventes d'Yves Klein de zones de sensibilité picturale immatérielle, échangées contre de l'or, à une époque où les débats autour du nouveau franc réactivaient le fantasme d'un ancrage de la monnaie française sur l'or. Vous voyez ici l'artiste situationniste Giuseppe Pino Galizio qui vend sa peinture abstraite au maître, ou encore ici des watercolors d'Edward Kienholz qui devaient être échangés contre leur valeur faciale, donc le prix en dollars ou l'objet de troc dont elle portait l'inscription. Les problèmes de la mise à prix de l'art et de sa vente, donc généralement considérés comme extérieurs à la création en tant que telle, étaient ici réintégrés au sein même de la pratique artistique et de son pouvoir réflexif. Mais, et c'est ce dont je voudrais parler maintenant, certains artistes ont aussi choisi de questionner l'économie sur son propre terrain, à travers des textes, dont certains revendiquent le statut de véritable petit traité d'économie. C'est une anthologie de ces textes que je cherche à réunir dans un ouvrage qui paraîtra bientôt, donc j'espère à la fin de l'année 2021.
Donc, Martial, hier, parlait de la question de construire un corpus de texte. C'est un petit peu cet effort-là aussi qui est à l'œuvre ici et qui pose de nombreuses questions, dont la première est peut-être celle de l'hétérogénéité qui gouverne le format de ces textes. En effet, seul un petit nombre ont pris effectivement la forme d'ouvrages achevés, voire de manuels à prétention didactique, jouant habilement avec les codes du genre, hein, du traité d'économie, à l'instar, comme vous le voyez ici, de la critique de la politique économique d'Asgharian, paru en 1960, ou de la théorie nucléaire de la monnaie et de la banque d'Isidore Isou, donc paru en 1966. Le corpus que j'ai construit ici réunit des textes qui ont toute autre nature, toute autre envergure, comme un brouillon d'une théorie donc, économique d'Yves Klein, la transcription d'entretiens oraux et de vidéos chez Filiou, une lettre ouverte circulée en ligne, ici Wage. Nombre de ces textes peuvent aussi être assimilés au genre du manifeste. Vous voyez ici celui de Mirle Lederman-Piles de 1969. Et surtout, un enjeu particulier de ces textes est qu'ils entretiennent avec les œuvres d'art un rapport très étroit. Ainsi, les postulats fondamentaux sur l'économie de l'artiste suédois Øyvind Fahlström furent en grande partie publiés sous forme de textes, mais ils étaient en réalité avant tout destinés à être intégrés dans des œuvres d'art sous la forme de fragments illustrés par des graphiques et des statistiques visuelles dans des œuvres comme celles que vous voyez à l'écran. De la même façon, le manifeste de Mirle Lederman-Piles, dont je parlais à l'instant, éclaire une série de performances réalisées les années suivantes, ou encore penser à l'essai d'Alan Sekula, Photography Between Labor and Capital, de 1984, qui est indissociable d'un projet photographique fondé sur des archives représentant le travail dans une mine canadienne du XXe siècle. Donc, davantage qu'une forme commune, c'est le contenu et l'ambition de ces textes qui les réunissent. Partir d'une expérience concrète de la pratique de l'art, de son économie et de son marché, pour formuler une vision plus vaste de l'économie générale, comprise à la fois comme une discipline, donc la science économique, et comme un ensemble de pratiques, les faits économiques. L'expérience du monde de l'art ouvre la voie vers une appréhension nouvelle du monde économique dans son ensemble, qui devient le véritable sujet de l'étude. Dresser les contours de ces contributions revient donc à retracer la généalogie d'une ambition, celle de faire de l'art un laboratoire théorique pour repenser l'économie de manière plus générale. Réaliser une anthologie de textes d'artistes sur l'économie, c'est faire l'hypothèse que l'économie, en tant que savoir, est aussi produite par des non-économistes. Au-delà, c'est réfléchir sur les circulations et les perméabilités entre savoir économique expert et savoir économique profane, en l'occurrence ceux des artistes. Comment se produit cette circulation? Certains auteurs de l'anthologie ont été simultanément ou tour à tour à la fois artistes et économistes. L'anthologie commence avec John Ruskin, donc artiste, historien d'art et critique d'art, mais aussi économiste, artistique, et qui résume très bien dans sa préface à ses essais sur les éléments de politique économique, qui vont être traduits dans l'anthologie pour la première fois, ce que les savoirs sur l'art peuvent apporter aux savoirs sur l'économie. Vous lisez ici, les pages qui suivent contiennent, je le crois, la première analyse pertinente des lois de l'économie politique qui aient été publiées en Angleterre. De nombreux traités ont abordé correctement les enjeux, offrant ainsi une contradiction aux idées reçues. Mais aucun examen exhaustif du sujet n'était possible à quiconque qui ne serait familier de la valeur des produits des plus hautes industries, appelées couramment les beaux-arts. Et nul auteur familier de la nature de ces industries, à ma connaissance, ne s'est jamais essayé ni même confronté à cette tâche. On peut citer d'autres transfuges de l'économie parmi les artistes de l'anthologie. Vassili Kandinsky, dont je parlais tout à l'heure, formé à l'économie dans les années 1880-90, et qui a même brièvement occupé un poste de professeur en économie politique à l'université de Dorpat, donc aujourd'hui en Estonie, avant de tout quitter pour s'inscrire en école d'art à Munich, et dont l'anthologie présentera pour la première fois en français un extrait de la thèse de doctorat sur la théorie des salaires.
On pense bien sûr en transfuge de l'économie dans le monde de l'art à Robert Filliou, diplômé d'une maîtrise d'économie de l'Université de Californie à Los Angeles, et qui exerça pendant quelques années le métier d'économiste avant de démissionner de son poste en 1954 pour se consacrer à une vie d'artiste. L'anthologie reproduit des extraits de ce qu'il considérait comme son traité d'économie poétique, ce qu'il voyait comme le projet le plus important de sa carrière. Un parcours inverse, donc du monde de l'art vers l'économie, est celui de l'artiste allemande Charlotte Posenanski, aux avant-postes d'une forme de sculpture minimale à la fin des années 60, et qui quitta le monde de l'art pour se tourner vers un travail universitaire en sociologie économique. L'anthologie reproduira et traduira là aussi pour la première fois une partie de son travail sur les méthodes de valorisation, de quantification monétaire des gestes des travailleurs sur les chaînes de montage d'usines. Donc cette perméabilité possible des carrières d'artistes et d'économistes ne signifie pas pour autant un nivellement ou une uniformisation du statut de ces différentes productions de savoir sur l'économie, qu'elles viennent des artistes d'un côté ou des économistes de l'autre. Au contraire. Si c'est bien d'une forme de savoir sur l'économie dont il s'agit, quel est-il, ce type de savoir économique développé par les artistes? Est-il aussi scientifique que celui des économistes reconnus? Robert Filliou, par exemple, ne prétendit jamais s'appuyer sur sa formation d'économiste pour revendiquer une quelconque expertise en la matière, bien au contraire. Les formules mathématiques qui parsèment ses interventions sont volontairement truffées d'erreurs et d'absurdités. Les influences théoriques ne sont pas absentes chez lui, mais l'artiste se méfie de l'économie érigée en discipline scientifique. Comme il le rappelle à de nombreuses reprises, ce n'est pas la lecture de divers auteurs qui lui a inspiré ces principes, mais l'expérience quotidienne des conditions matérielles de la survie des artistes. Après avoir quitté sa profession d'économiste, écrit-il, j'entrais bientôt dans une période de dénuement qui fut la plus grande aventure de ma vie, elle l'est toujours, et qui s'avéra d'ailleurs être la meilleure expérience en matière de mécanisme économique de base que l'on puisse souhaiter. L'économie artistique, avec ses contraintes, ses succès, ses échecs, lui apparaît comme le meilleur microcosme pour étudier l'économie dans sa globalité. Il écrit « J'ai pensé qu'il serait intéressant de raconter comment les artistes gagnent de l'argent et comment ils le dépensent. C'est à partir de ces débuts modestes que j'ai développé certaines idées. J'ai l'impression que ces réflexions pourraient aboutir à une nouvelle théorie de valeur sur laquelle on pourrait baser le nouveau modèle économique dont nous avons tant besoin. » Ce rejet de l'expertise au profit d'un savoir profane, constitué dans la pratique, et qui peut s'exprimer dans des formes non conventionnelles, est caractéristique des artistes étudiés ici. Cela ne signifie pas pour autant, encore une fois, que ces artistes ne fréquentaient pas, et pour certains très assidûment, les économistes et leurs travaux. Mais cette familiarité choisie privilégie les auteurs non conformistes, souvent dans le cadre d'un activisme politique. Pour ces artistes, il s'agit de revendiquer la possibilité d'un savoir qui ne serait pas tenu par les rigidités du discours scientifique, mais qui pour autant aurait toute légitimité à s'affronter à lui, à parts égales, dans le débat public. C'est une aspiration qui est particulièrement sensible dans une discussion qui oppose Joseph Beuys à 3 économistes en 1984. À Werner Ehrlicher, donc professeur de sciences financières à l'université de Fribourg, qui, donc je cite, refuse de considérer la profession de foi que Beuys vient d'énoncer comme étant de la science, l'artiste répond, vous le voyez, parce qu'il s'agit d'autre chose. Je n'ai pas dit non plus que ce que j'avance ici, c'est de la science. Je parle du concept élargi de l'art, je parle du principe de créativité, je parle du créateur de formes dans tout homme. Ce qu'il expose, poursuit-il un peu plus loin, est le résultat de mon laboratoire, de mon atelier. Enjoint par un autre interlocuteur, le banquier Johann Philipp von Bethmann, de déterminer s'il s'agit là d'opinion sur l'argent ou d'un savoir sur l'argent, Beuys est cependant très clair, il nous faut, bien entendu, exprimer un savoir sur l'argent, un savoir très précis et clairement délimité, que l'on puisse prouver et vérifier par l'expérience, un savoir qui puisse être contrôlé par la pensée humaine, bien entendu. Avez-vous remarqué comme ceux qu'on appelle les spécialistes m'imputent sans cesse un manque de sérieux scientifique, parce que je dois rester un artiste, au sens démodé du terme?
Alors, sans pouvoir malheureusement, faute de temps, donc entrer plus avant dans le contenu, en fait, les propositions de ces textes très, très divers, un point commun à la plupart d'entre eux, qui prétendent donc s'affronter à jeu égal avec les économistes, c'est le degré d'ambition qu'ils affichent. Isidore Isou, par exemple, aspire à rien moins qu'à provoquer, je cite, un bouleversement capital, une transformation fondamentale du système monétaire et de la structure bancaire du monde entier. Autrement dit, ces propositions sont tout sauf modestes, pour faire allusion donc, au célèbre essai satirique de Jonathan Swift, qui imitait la morgue démonstrative des économistes. Ces textes ne sont guère modestes et ils présentent de l'artiste une figure qui n'a rien de modeste non plus. Certains, comme Yves Klein, érigent l'œuvre d'art en nouvel étalon. D'autres, comme Joseph Beuys, estiment qu'il faut penser tout travailleur sur le modèle de l'artiste. D'autres, enfin, comme Isidore Isou, considèrent que seuls les créateurs sont véritablement aptes à juger des valeurs et que, par conséquent, ils devraient remplacer les économistes à la Banque centrale. Dans tous les cas, la tentation apparaît clairement dans ces textes de mettre l'artiste au cœur de cette économie réinventée. Une manière finalement d'inverser en miroir l'exclusion dont ils avaient fait l'objet en matière d'économie. Seul un peuple d'artistes peut survivre, guidé par ces minorités géniales, les créateurs de croyances, écrit ainsi Gadizio dans son manifeste économique, faisant de l'artiste l'architecte, le guide, voire le prophète d'un nouveau dirigisme économique dont les velléités hégémoniques ont parfois de quoi faire frémir. Il faut tout l'humour de l'artiste Luis Camitzer dans son manifeste de 1982 pour révéler ce paradoxe. Les premières phrases du manifeste sonnent comme une parodie parfaitement crédible des traités d'économie conférés par les artistes. Donc je cite, « Je présume être un artiste révolutionnaire avec une vision du monde et la mission de la mettre en œuvre. Je souhaite éradiquer l'exploitation de l'homme par l'homme, atteindre une distribution équitable des biens et des tâches, bâtir une société juste, libre et sans classe. » La suite du texte décline peu à peu les moyens toujours plus dévoyés et pernicieux dont l'artiste se sent autorisé à user pour arriver à ses fins, pour le bien futur de l'humanité bien sûr. Sous-payer ses fournisseurs, exploiter ses assistants, nuire aux artistes qui pourraient lui faire concurrence, et de manière générale manipuler assez efficacement les ressorts du monde de l'art et de l'argent. Avec Kamnitzer, il faut donc nous demander si l'exercice même consistant pour l'artiste à s'arroger l'autorité de l'économiste n'est pas déjà le signe d'une position de pouvoir. De fait, le corpus réuni trahit l'évidence d'un certain type d'artistes. En son sein, les femmes et les autres groupes socialement discriminés n'y ont qu'une place très marginale. On a parlé hier déjà des questions de genre et d'économie, et c'est un point qui ici me paraît absolument fondamental. Comme le notait déjà Lucien Goldman dans les années 1950, l'économie capitaliste a construit son dispositif idéologique sur la relégation de certains groupes, et notamment, écrit-il, des poètes, des enfants et des femmes en marge de la vie économique. Sans aller jusqu'à la féroce misogynie d'Asger Jorn, qui analyse la déchéance de la société industrielle comme une domination de la femelle sur le mâle, nombreux furent les artistes pour qui la division genrée de l'économie domestique fut le point aveugle de leur vision de l'économie. Joseph Beuys, évoquant son épouse au détour d'une digression sur sa théorie économique, mentionne en passant que, je cite, « c'est elle qui tient la comptabilité du ménage et se soucie du règlement des impôts ». Quant à Robert Filiou, s'il se présente lui-même au milieu des années 70 comme, je cite, un ex-phallocrate minable, le refus du travail et la vie exemplaire qu'il auréole doivent beaucoup au dévouement de sa femme qui multiplia les emplois précaires pour subvenir aux besoins de sa famille. Indissociable de ces Maintenance Art Performance Series, le manifeste de l'artiste féministe Mirlé Laderman-Keles a précisément vocation à mettre en avant ce travail invisible constitué par les tâches domestiques et maternelles, effectuées par les femmes, sans reconnaissance ni rémunération, et pourtant partie intégrante de l'économie capitaliste.
Il nous faut donc, et je conclurai rapidement par là, à mesure que nous exhumons ces textes et réfléchissons à leur portée heuristique, il nous faut donc également les mettre à distance comme des objets historiques et voir dans quelle mesure ils reconduisent certaines des impasses du discours de l'économie elle-même. Je m'arrête là et je vous remercie.